ici Karine qui, euh, qui acquiesce avec une main levée. Alors, aujourd'hui, c'est une table ronde avec plusieurs participants. Ça s'appelle l'éducation somatique, une approche à valoriser en santé intégrative. Donc, Suzanne Charbonneau, Claudie Pfeiffer, Christine Germain et pas Isabelle, ça c'est le nom de ma sœur, désolée, Hélène Bellemare vont venir vous parler de santé intégrative en lien avec l'éducation somatique. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous exposer un petit peu la structure de l'activité. Donc, moi, je vais faire une petite introduction, vous introduire la notion de santé intégrative, parler aussi, mettre ça en contexte. Ensuite, chaque personne va avoir 15 minutes de présentation, donc c'est quand même assez court, c'est des courtes présentations, on va vous offrir une diversité de sujets. Et puis moi, je vais vous présenter chaque personne avant sa présentation. Puis ensuite, on va avoir 20 minutes de questions. Donc, ça sera à votre tour de prendre la parole si vous avez des questions. Et puis, vous pouvez le faire aussi tout le long de l'activité en écrivant dans la discussion. Ça peut être par écrit ou si vous êtes à l'aise pendant la période de questions, d'ouvrir votre micro puis de poser des questions. Alors, je vois que les micros de tout le monde sont fermés, donc assurez-vous que vos micros restent fermés tout le long voilà, de l'activité pour bien entendre. Je vais partir, des fois, je vais avoir l'air de, je regarde mon téléphone, mais c'est pour partir des timers pour être sûr d'être vraiment correct au niveau du temps. Donc, aujourd'hui, l'éducation somatique, une approche à valoriser en santé intégrative. Il y aurait beaucoup de termes à définir, hein, même par rapport à cette thématique-là. La santé, qu'est-ce que c'est la santé? Si on se fie à la définition de l'OSM, est-ce que c'est ça? C'est le bon. Je me mélange tout le temps. L'OSM, je pense que c'est L'OMS. l'Organisation mondiale. Oui, c'est ça, merci. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de bien-être, en fait, qui n'est pas nécessairement une absence de maladie. C'est un état de bien-être global de la personne, tant au niveau de son état physique, mental, mais aussi tout qui implique la dimension sociale. Et en fait, cette définition-là, elle est intéressante, mais je trouve qu'elle oublie quelque chose aussi, qui est en fait toute la santé de notre environnement, la santé de la planète, la santé des écosystèmes. La notion de santé est très humain-orientée, ce qui est normal, mais il commence à y avoir des nouveaux paradigmes qui émergent pour penser en fait la santé comme une seule santé. Donc, je trouvais ça important de mentionner ça avant qu'on rentre dans la santé humaine. Et puis, je vais vous lire une petite définition issue de ce livre. Donc, La Terre, le vivant, les humains, qui est un collectif d'auteurs et d'autrices. Et c'est un article sur justement la notion d'une seule santé. Je vous lis juste un petit extrait. Le mot santé, dans l'esprit du grand public, comme dans la médecine occidentale, renvoie principalement à la santé humaine. Depuis quelques années, cependant, avec l'émergence d'une conscience environnementale collective, s'affirme l'idée que la santé humaine est fortement dépendante de celle des animaux et des végétaux qui nous entourent, mais aussi de celle des écosystèmes dans lesquels nous vivons. Notre santé n'est qu'une des facettes d'une seule et même santé. Donc voilà, je trouvais ça, en fait, on trouvait ça tout important de le mentionner. Puis puisqu'on parle de santé intégrative, aujourd'hui, on est déjà dans un sous-ensemble de la notion de santé qui est humaine, qui est plus connue. Donc, qu'est-ce que c'est la santé intégrative? Il n'y a pas une seule définition, il y a plusieurs définitions. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. On parle aussi de médecine intégrative. Mais maintenant, le terme le plus utilisé, c'est santé intégrative. Et là, mes collègues de la table ronde, si des fois vous voulez ajouter des choses, me corriger si je fais des erreurs, n'hésitez pas. Alors, il y a plusieurs définitions, mais toutes ces définitions-là ont en commun les éléments suivants. Je regarde mes notes.
Donc, il y a une attention portée sur la globalité de la personne. Donc, ça considère les dimensions physiques, émotionnelles, mentales, sociales, spirituelles. Il y a des considérations de données probantes et de pratiques émergentes. Donc, ça inclut toutes sortes de pratiques, la santé intégrative. C'est orienté sur la santé optimale et le mieux-être, notamment la promotion et la prévention, en plus de tout le continuum de soins. C'est une combinaison d'approches thérapeutiques conventionnelles, celles qui sont offertes dans le réseau de la santé, avec les approches complémentaires. Et c'est là que s'inscrit l'éducation somatique. Donc, des exemples très connus d'approches complémentaires, c'est l'acupuncture, l'ostéopathie, le yoga, l'art-thérapie, et ajoutons l'éducation somatique. Et aussi, la santé intégrative, bien évidemment, ça implique une collaboration interprofessionnelle qui inclut des praticiens en approche complémentaire et les gens du système de santé traditionnel. Et puis, c'est aussi une approche qui respecte la culture et les préférences de soins et de traitement des patients. Alors ça, c'est une petite liste d'épiceries, mais ça donne une idée de ce que c'est la santé intégrative. Puis, ben, en fait, juste pour situer un petit peu plus les approches complémentaires, ça fait référence aux pratiques qui ne sont pas encore qui font pas encore partie de l'offre de services du Réseau québécois de la santé et des services. Donc, on a accès à ces soins-là ailleurs que dans le système de santé. On le sait, on prend rendez-vous avec notre ostéopathe, notre éducateur, éducatrice somatique. Et ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'il y a vraiment une forte utilisation au Canada puis au Québec des approches complémentaires. Là, dans une étude qui a été menée en 2017, 79 de la population canadienne disent avoir utilisé des approches complémentaires en plus de l'offre de soins conventionnels. Puis au niveau du Québec, une autre étude menée en 2017 dit que 71 des Québécois et Québécoises sont favorables à l'introduction des approches complémentaires comme possibilité thérapeutique au Québec. Alors voilà ce que je voulais vous dire pour la santé intégrative. Est-ce qu'il y a des choses à mentionner de la part de mes collègues avant qu'on commence chaque présentation? Tu as bien mis la table. Merci, Julie. Merci. Alors, on va commencer avec Suzanne Charbonneau. Alors, je t'introduis, Suzanne, avant de te laisser la parole. Je vais aussi partir mon minuteur. Oups! Le petit minuteur. Tu lèves le drapeau. Alors, Suzanne va nous parler aujourd'hui de la douleur chronique du cerveau et de l'éducation somatique. Quand une patiente devient une chercheuse, une apprenante. En fait, Suzanne, toi, tu es formée en psychologie. Tu as aussi une formation en théâtre. Tu as fait une formation en éducation somatique avec Moshe Feldenkrais, rien de moins, de 1980 à 1983. Puis, tu t'intéresses particulièrement à l'application d'un travail de conscience corporelle qui engage la neuroplasticité dans les domaines de la santé, des arts, du développement de l'enfant et de l'éducation en général. Suzanne, tu diriges actuellement l'École québécoise de formation en éducation somatique. Puis, tu enseignes et tu pratiques à Montréal. Merci Julie. Alors, à toi la parole. Merci. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit signe quand ça chauffe? Oui, OK, je vais te faire un petit signe. J'éteins mon micro. Je vais faire comme Julie, je vais me référer à mes notes aussi. Donc, la douleur, le cerveau et l'éducation somatique. Quand la patiente devient donc une exploratrice de son mieux-être, puis je vais reprendre ton idée de son écosystème. Donc, merci Julie de nous rappeler ça. Je commence avec quelques idées de Feldenkrais, un pionnier dans l'univers de l'éducation somatique, et oui, c'est mon mentor. Donc, voici ce qu'il disait. Je ne travaille pas avec un mal de dos ou un diagnostic, mais avec une personne.
Aussi, il n'y a pas de pensée sans corps. Il n'y a pas de changement dans nos habitudes sans prise de conscience de comment nous organisons nos mouvements, notre respiration, notre posture, notre rapport à la gravité, notre orientation dans l'espace. Alors, on peut dire il y a le self, hein, il y a l'environnement, il y a la conscience. Donc, Feldenkrais parlait de l'unité corps-esprit ou corps-cerveau comme une réalité évidente, incontournable. Il propose, dès les années 50, un travail de prise de conscience par le mouvement qui demande notre présence, notre attention, une conscience, une curiosité, une plongée dans le mouvement et le sensoriel, et surtout le goût d'apprendre à apprendre. Donc, il est inspiré à ce moment-là par des approches asiatiques. Il y a plusieurs approches qui émergent en Europe, qui s'intéressent au mouvement naturel, à un entraînement plus naturel. Mais il est inspiré par des approches asiatiques, les profs de judo. Il intègre aussi, et par d'autres chemins, les savoirs de l'époque sur le cerveau et sur l'apprentissage organique. Donc, ces liens sont importants pour comprendre sa vision de la douleur, mais aussi les stratégies qu'il a apportées dans son travail de mouvement, en individuel ou en groupe, pour aider les gens à vivre mieux, en fait. Donc, voilà. Moi, je suis tombée amoureuse de ce travail-là parce que dans un atelier avec Feldenkrais, je me suis sentie différente. Je ressentais avec une certaine surprise une organisation somatique plus connectée à moi, à la gravité, à l'espace et à mon environnement. Et sans correction imposée, ma posture changeait. Je n'ai pas crié au miracle, mais j'étais très, très, très surprise. Donc, c'était différent de ce que j'avais exploré à travers la danse, le sport, l'art martial à ce moment-là. Et ce que Moshe nous proposait allumait vraiment de nouveaux potentiels. J'ai aimé ce travail de présence. J'ai aimé devenir une chercheure de ce qu'est habiter son corps et à être dans le monde. Donc, j'avais 26 ans, j'avais tout à apprendre. Alors, j'ai plongé dans la formation. Donc, je peux dire que l'éducation somatique comme domaine est vraiment aux antipodes d'un travail sur la performance, même si par ce travail, nous devenons plus habiles, plus vivants, plus vibrants. L'accent n'est pas mis sur la beauté, ça soulage, au sens des canons grecs, ou de la mode dictée par les stylistes, mais sur l'intelligence corporelle et sur notre capacité d'apprendre toute la vie. Sur la beauté du mouvement aussi, ça me touchait beaucoup que monsieur, madame, tout le monde arrivait à cette aisance d'où émergeait une beauté naturelle, comme quand on regarde les enfants, en fait. Donc, un commentaire que j'ai entendu souvent dans ma pratique toutes ces années, exemple, depuis que je fais du Feldenkrais, je visite moins mon ostéo, mon chiro, ma masso. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je savais pourquoi. Parce que dans une démarche d'éducation somatique, nous devenons chercheurs au lieu de rester simplement patientes. Et nous développons des outils et une connaissance plus fine de qui nous sommes et de ce que nous avons besoin pour retrouver un équilibre. Ça nous appartenait tout à coup. On devenait présente dans la démarche. Donc ça met un petit peu la table pour vous parler de la douleur. Et j'ai des collègues ici, là, puis j'ai des gens que je ne connais pas non plus, mais vous savez très bien que la douleur, quand on la ressent, elle a une fonction de survie. C'est comme un klaxon. Vraiment. Dès il se passe quelque chose de vraiment pas bien, ça demande immédiatement une action pour préserver notre intégrité, parfois même notre vie. Alors, je vais prendre un exemple assez typique là, dans nos pratiques. Et je m'implique. Ouch! Je me blesse à un genou. Je suis tombée. Je me relève, j'ai très mal, je boite. Je m'appuie sur l'autre jambe naturellement pour arriver à me déplacer jusqu'à la maison. Si tout va bien, je boite quelques jours, quelques semaines, j'adapte ma marche pour ne pas m'appuyer trop sur ma jambe blessée. Je vois mon physio, bien sûr, je me masse et 2 ou 3 mois plus tard, je suis guérie. Tout rentre dans l'ordre sans complication. Le premier scénario, le plus facile. Deuxième scénario, toujours la même blessure,
Donc, durant les mois qui suivent, je développe subtilement une façon de marcher moins fluide, qui est une adaptation, une compensation, qui change ma posture, ma démarche, des fois ma respiration. Je reste maintenant plus longtemps sur ma bonne jambe, puis, sans m'en rendre compte, je conserve cette habitude un bout de temps qui m'amène peu à peu à avoir mal à la hanche de l'autre côté. Oups! Voici un exemple d'adaptation, on pourrait dire de plasticité, du corps douloureux jusqu'au cerveau. Il y a un chemin qui se dessine, d'une adaptation qui est utile au début pour diminuer la douleur, mais moins utile quelques jours plus tard, quelques semaines, quelques mois plus tard, même si j'ai guéri ce genou de cette blessure. Donc, je crée un déséquilibre sans m'en rendre compte. Une habitude dont je n'ai pas conscience. Alors, notre organisme, il est fait pour faire ça. Il s'adapte pour vivre, il fait ce qu'il a à faire. Et notre façon de nous adapter à notre environnement, qu'il soit intérieur, ma proprioception, ou extérieur, mon rapport à la gravité, c'est parfois juste, mais c'est parfois non optimal, pas efficace. Et c'est le genre de situation qui intéresse passionnément l'œil d'un professeur de Feldenkrais ou d'éducation somatique des autres approches. Et je me demande comment cette personne organise son mouvement, comment il organise sa posture, quelle est son image qu'elle a d'elle-même, qu'est-ce qui se passe dans sa respiration. Et cette recherche, elle commence à deux, dans un partenariat d'apprenants. Ça, c'est le deuxième scénario, en route vers la guérison avec les outils qu'on a. Troisième scénario qui est encore plus difficile et pas drôle du tout, c'est quand la douleur devient chronique et que ça se passe sans qu'on s'y attende et même sans qu'on le veuille. Donc, je m'adresse ici au mot dos, blessure de dos, on en voit beaucoup dans notre travail, dans le sport, dans les positions de travail statiques au travail. Donc, les gens arrivent au Feldenkrais. Donc, parfois, même, ils ont vu un médecin qui leur dit « Bon, ben ce problème-là, madame, monsieur, c'est plus physique. » Après quelques années, quelques mois de traitement, « Ah, c'est plus physique, c'est pas votre genou. » Bon, OK, qu'est-ce que c'est? Donc, la blessure de départ est guérie. Il y a une mémoire qui persiste. Et il y a une connexion entre la blessure du dos ou du genou et notre cerveau. De son intelligence de départ, on peut dire que la douleur, dans sa fonction nécessaire de survie, devient un problème en soi, une maladie autonome, un problème de notre adaptation, mésadaptation de notre système nerveux. Ça se fait, encore une fois. Donc, ça a migré d'un segment corporel à notre cerveau. Et ce klaxon, comme je dis souvent à mes élèves, pour simplifier à outrance peut-être parfois le phénomène, c'est ce klaxon est resté coincé. Il est hypersensible à de multiples signaux. Vraiment. Vous aviez 2 oreilles pour entendre la douleur, vous en avez maintenant 10. Et c'est pas de votre faute. C'est une mésadaptation, vraiment, et ça agit au moindre signal, que ce soit un signal intérieur, une anxiété, une inquiétude, ou que ce soit un extérieur, c'est-à-dire un changement de position, ramasser un paquet, prendre un enfant. Donc, le phénomène de la neuroplasticité ne discrimine pas ce qui est bon et pas bon pour nous. C'est un phénomène d'adaptation naturelle qui se passe au niveau de notre système nerveux et qui parfois a des résultats vraiment négatifs. Et là, il faut savoir que, dans ma passion pour le cerveau, il faut savoir que, comme dans la méditation, tout apprentissage a une empreinte, un résultat au niveau de notre matière corticale et même du réseautage nerveux, du corps au cerveau et du cerveau au corps. Et comme dans le sport, c'est comme un muscle qui s'entraîne, c'est renforcé par la pratique de la douleur. Donc, plus de cortical qui s'intéresse au niveau moteur à cet espace, à ce segment-là, au niveau sensoriel à ce segment-là, et plus de réseautage avec ce qui se passe plus vraiment dans le genou, mais qui a une empreinte de mémoire. Donc,
c'est vraiment un klaxon défectueux, mais c'est vraiment un système hyper performant qui ne met pas son énergie à la bonne place. Et ça ne dépend pas de nous. Et c'est important de le savoir parce qu'il y a des clients qui se sont fait dire, c'est dans votre tête, madame, c'est dans votre tête, monsieur, il y a 15 ans particulièrement, ou il y a 25 ans quand j'ai commencé à travailler. Et ça se passe, oui, ça se passe ça se passe pas dans le genou, mais ça se passe, oui, ça se passe dans la tête, mais ça se passe vraiment dans nos tissus neurophysiologiques qui fonctionnent pas bien à ce moment-là. Donc, voilà. Je prends cet exemple, mal de dos, parce qu'on pourrait s'étendre des heures de temps sur les neuropathies, sur les problèmes auto-immunes, sur les problèmes d'inflammation chronique, mais on n'a pas ce temps-là ce matin. Et la douleur est un problème très complexe qui demande des approches multiniveaux, multidisciplinaires, mais nous avons notre place là-dedans pour améliorer la qualité de vie de ces gens-là et parfois même de nous-mêmes. Donc, comment sortir de ces impasses douloureuses avec comme terrain d'exploration l'éducation somatique? Eh bien, je dirais en premier, se mettre au boulot avec courage et curiosité. Et le travail de Moshe Feldenkrais, c'est un travail de prise de conscience par le mouvement. Donc, prendre conscience de ce que je fais, de mes habitudes de mouvement efficaces, moins efficaces, de mes options, pour revenir graduellement à un meilleur visage de moi. Donc, il faut se rappeler que la douleur bousille un peu nos cartes de route. Notre proprioception est bousillée. Comment les schémas d'action s'organisent, c'est bousillé à long terme. La coordination est moins juste. Et particulièrement ce qu'on fait avec notre attention. Et comment tout à coup, notre attention devient happée, en otage de ces signaux douloureux et se rétrécit sur un univers beaucoup plus petit. Et notre travail comme éducateur somatique, mais le travail que fait cette approche, c'est beaucoup de retrouver la souplesse d'attention entre le détail qui me fait bobo et l'ensemble de moi-même qui ne va pas trop mal par ailleurs. Et ces liens fonctionnels doivent être une expérience concrète que nous ressentons grâce aux séances de mouvement ou du travail en individuel. Est-ce que ça brûle, Julie? Encore, est-ce que tu peux conclure en 2 minutes, tu penses? Je vais essayer de conclure en 2 minutes. On peut prendre un petit peu plus de temps si tu as besoin, là, c'est correct aussi. C'est bon, il y a Christine après moi qui va me ramasser, puis Claudia qui va me ramasser, il n'y a pas de problème. Donc, j'arrive aux stratégies qui sont propres à la méthode qu'on fait et qui peut aider à régler ou à aider à alléger des problématiques douloureuses. Alors, comme dans plusieurs approches, bouger doucement, bouger lentement. Je le souligne en rouge, le travail sur l'attention qui devient souple et plus mobile et plus vaste. Je pourrais souligner le respect des limites et de créer ce qu'on appelle maintenant un safe zone, c'est-à-dire un endroit de sécurité pour commencer à bouger. Donc, travailler à petite amplitude pour ne pas m'alerter et devenir vigilant, travailler sans jugement, travailler sans modèle, en restant curieuse. Donc, la petite amplitude peut être même de visualiser. Donc, respirer, un deuxième jalon très, très important. Respirer doucement, librement, expirer, stimuler le nerf vague en engageant notre parasympathique pour nous apaiser de façon générale. C'est un ingrédient qui est fondamental pour autoréguler tous les systèmes qu'on a dans notre cerveau, mais tous les systèmes. Je suis à la 3e. OK. Donc, apaisement général, apprendre à apprendre, mieux comprendre les liens fonctionnels et comment on est des organismes vivants, complexes, intégrés à notre environnement. Environnement intérieur, je souligne aussi nos pensées, nos émotions, tout ce que ça a comme action sur la réalité de la douleur. Et pour terminer, en coupant plusieurs de mes petits paragraphes, augmenter graduellement et naturellement notre zone de confort, c'est-à-dire ne pas oublier de bouger et bouger de plus en plus, mais dans une gradation respectueuse de nous. Alors, on ajuste notre instrument, on s'ajuste et l'éducation somatique peut être une pratique régulière, comme la marche, hein? comme le gym, comme
voilà, ça peut faire partie de la vie comme une façon de vivre, tout simplement pour vivre mieux, avoir le plaisir de bouger. Claudie va nous parler, avoir le plaisir de vieillir en mouvement. Et puis, je finis par Moshe en lui redonnant parole, rendre l'impossible possible, le possible agréable et esthétiquement satisfaisant. Voilà. Merci de votre écoute. Merci, Suzanne. Très intéressant. Alors, on va passer à Christine Germain, qui est également praticienne Feldenkrais. Elle va nous parler de bien-être radical. Alors, c'est intriguant. Je vais la laisser expliciter ce qu'elle veut dire par là. Mais avant de te céder la parole, Christine, je vais faire un petit topo là, de ton histoire. Je vais lire ta biographie. Donc, Christine, tu as été active toute ta vie en pratiquant diverses activités physiques et sportives. Il y en a beaucoup, les arts martiaux, le patinage artistique, la nage synchronisée, la gymnastique, les arts du cirque. Tu as également été professeure de natation. Puis, tu as étudié plusieurs styles de danse à travers le monde. Christine affirme que la méthode Feldenkrais demeure la principale raison qui lui a permis de poursuivre une vie et une carrière active après s'être remise d'une blessure sévère au bassin. Elle doit aussi à cette méthode sa capacité à avoir renoué avec la danse après avoir été frappée par une voiture dans sa vingtaine. Christine détient une maîtrise en chorégraphie et son mémoire inclut l'utilisation de la méthode Feldenkrais en tant que processus créatif. Tu es aussi formée en tant qu'instructrice de Pilates, tu te spécialises en réhabilitation. Tu as eu l'honneur et le privilège de travailler en médecine du sport et de la danse au San Francis Memorial Hospital avec des joueurs ou un joueur d'élite de baseball, Anton Peace. Ben, ici, on ne connaît peut-être pas tant le baseball. Tu as aussi travaillé au département de médecine de la performance du Cirque du Soleil à Montréal. Puis, tu es actuellement chargée de cours au département de danse à l'UQAM, où tu enseignes la méthode Feldenkrais aux étudiants et étudiantes en danse. Alors voilà, à toi. Merci, Julie. Et je rajoute que j'ai eu le privilège d'étudier avec Marie-Laurenne Bérubé et Suzanne Charbonneau lorsque j'ai eu ces blessures-là. Donc, tu lis tout ça et puis j'en viens, je suis toute sensible. Donc, merci. Donc, je continue, oui, le bien-être radical. Merci, Suzanne. Ça a bien donné un superbe contexte d'information. Et justement, je vais regarder mes notes aussi. Je pense que pour moi, c'est la douleur que j'ai eu beaucoup de douleurs chroniques. Et la première intégration fonctionnelle, donc pour ceux qui sont nouveaux, la méthode Feldenkrais inclut deux modalités, une qui est par le toucher, donc en individuel, souvent, qui inclut le toucher, et une autre qui est plus souvent donnée en groupe, qui s'appelle prise de conscience par le mouvement, où on va guider la personne vers une découverte de soi à travers respiration, mouvement. Et la première intégration fonctionnelle que j'ai eue par Marie-Laurenne Bérubé, je me souviens d'être sortie de là, j'étais en intense douleur et la douleur n'était pas partie, mais elle était plus forte presque que le mal-être. Donc, il y avait quelque chose que, wow, ça faisait longtemps que je n'avais pas senti ma respiration, le mouvement dans mes côtes. Et donc, elle avait amené mon attention subconsciemment ailleurs que sur la douleur. Et je pense qu'encore aujourd'hui, je suis émue. Donc, radical, pourquoi radical? La racine du mot radical
Le Larousse dit « radical qui appartient à la nature profonde, à l'essence d'un être ou d'une chose ». Et en anglais, ça parle que l'étymologie du mot radical est la racine. Et je pense que dans ce travail-là, on retourne à la racine de soi, on retourne à l'essentiel, au fondamental. Et évidemment, au cours des années, radical a pris d'autres significations et souvent, ça va aller un peu dans un sens différent du courant conventionnel. Et ce que je pense que ça revient à ce que Suzanne et Julie parlaient au départ, que en fait, notre approche, justement, je trouve qu'on honore l'intelligence du système nerveux plutôt qu'aller dans la correction. Alors, il n'y a plus cette sensation-là de « je suis quelqu'un qu'on doit fixer, je suis le problème », comme Suzanne disait tout à l'heure, mais plutôt de voir, de revenir dans l'exploration et de mieux connaître comment est-ce qu'on peut mieux s'adapter ou mieux peut-être déjouer ces jeux du cerveau pour retrouver un bien-être. Donc, et je pense que justement, c'est une éducation qui est là, que beaucoup de professionnels ne vont pas nous donner nécessairement une éducation pour avoir l'autonomie. Et là, je parle de la méthode Feldenkrais. Je pense il y a d'autres méthodes d'éducation somatique aussi, mais pour moi, ça a été vraiment de retrouver l'autonomie et d'avoir de voir les possibilités malgré la douleur, de se rendre compte qu'on a des choix. Et donc, cette autonomie-là, ça nous donne aussi une autorité pour lorsqu'on va voir un professionnel et qu'on nous dit, ben, tu n'as rien, c'est dans ta tête, comme Suzanne disait plus tôt, ou on ne trouve rien, les imageries ne trouvent rien, ben, ou on nous donne un diagnostic, ben, ça nous donne une autorité de ne pas donner toute l'autorité à la personne qui nous dit un diagnostic, mais de ne pas s'arrêter et de se dire, on n'est pas notre diagnostic. On peut trouver une façon de trouver un bien-être en passant justement par des endroits qui vont bien. Ce que justement Suzanne disait à ce sujet-là aussi. Une des exemples que j'avais une personne qui avait trouble de mâchoire. La mâchoire n'ouvrait plus. Je l'ai invitée à mon cours sur le plancher pelvien et comme on n'est pas habitué dans le monde dans lequel on vit de faire ces relations-là, on m'a regardé un petit peu bizarrement, évidemment. Et après je crois 2 ou 3 leçons, la personne allait déjà beaucoup mieux. Donc, pourquoi? Oui, il y a des fascias, oui, il y a des tissus qui sont connectés entre la langue, la mâchoire et... Donc, anatomiquement, oui, ça fait du sens, mais pas seulement ça, c'est qu'on veut passer par la part d'en arrière parce qu'on ne veut pas que le cerveau soit en mode protectif. Donc, si la personne, on va toucher sur la mâchoire, vous l'avez sûrement déjà vécu quelquefois, où j'ai mal à une épaule et quelqu'un me fait mal dans l'épaule, on est conditionné pour se faire dire qu'il faut que ça fasse mal pour faire du bien, alors que là, ici, c'est le contraire. Dans le Feldenkrais, on essaie de vous trouver où ça va bien, on focalise sur ce qui va bien, pour améliorer, parce que quand on améliore une partie du système, tout le système s'améliore. Donc, ce qui ramène aussi à ce que Julie disait tout à l'heure, ce qu'on est, nous, dans notre corps, dans notre société, dans notre environnement. Donc, c'est vraiment tout un système, des systèmes qui fonctionnent ensemble. Plusieurs de mes étudiants, maintenant, quand j'enseigne aux danses, ils me disent « Oui, mais pourquoi si ça fonctionne? » Parce que des fois, ils sortent d'une leçon, ils sont là, ça fonctionne tellement bien. Pourquoi est-ce que c'est pas plus populaire?
Et c'est la même chose avec toutes les éducations somatiques. Ce sont des mouvements qui ne sont pas encore connus et aussi on est dans un temps, dans une époque où tout va vite, tout va aller vite, on va avoir des résultats rapides. Et donc, là, on vous propose moins de fast-food et plus de slow food. Donc, comment est-ce ça peut être plus nourrissant si on prend un peu plus de temps? Julie, est-ce que je suis dans les temps? OK. Donc, il te reste plus de 5 minutes 40. Merci. Donc, il y a, oui, pourquoi est-ce que ce n'est pas plus connu? Je pense qu'il y a un niveau aussi que on n'est pas toujours prêt, on n'a peut-être pas toujours l'énergie à s'investir et à prendre le temps. Parfois, les gens vont venir à une classe, ils vont dire « OK, comment je garde cette belle posture? » Mais personne ne me demande comment est-ce que je garde ma flexibilité, comment est-ce que je garde ma force. On ne demande pas à un entraîneur privé comment est-ce que je garde mes muscles. Les gens vont pratiquer le yoga, vont pratiquer la méditation. On ne devient pas plus conscient après avoir fait un week-end de méditation. Ce sont des pratiques. La beauté de ce que je trouve, c'est que pour moi, la méthode Feldenkrais fait qu'on peut l'appliquer quand même assez rapidement à ce que l'on fait dans la vie de tous les jours parce que la conscience va amener cette intégration-là. Juste un exemple de ça, Elisabeth Beringer avait raconté comment un de ses patients venait vers elle et il avait arrêté de la voir. Il avait reçu beaucoup de gravelle pour faire son travail sur son terrain et ils ont mis le gravel à un mauvais endroit. Donc, le monsieur de 80 ans voulait essayer de bouger sa gravelle. Donc, il a dit, je vais pelleter, je vais utiliser ma pelle et je vais faire comme on fait une leçon de Feldenkrais. Je vais changer un peu mon mouvement à chaque fois. Je vais je vais faire des mini changements. Je vais changer une main, je vais changer un petit peu les angles. Et lorsqu'il a revu Elisabeth Beringer, qui est une praticienne, un entraîneur Feldenkrais, il lui a dit je me sentais mieux après avoir pelleté toute cette gravelle. Donc, c'est un peu l'idée. Il m'est arrivé la même expérience hier, un client qui est massothérapeute, et il m'est revenu, il me dit j'ai finalement pas besoin d'utiliser tant de muscles. Et il se blessait tout le temps. Il dit, je peux utiliser mon support squelettique. Et donc, tous ces petites idées-là, c'est un peu l'idée de comment est-ce que on peut avoir une longévité dans le mouvement et de mieux se sentir. Ma dernière petite... j'ai deux autres histoires. Donc, pourquoi encore radical et que c'est un peu non conventionnel? J'avais demandé à des étudiants lorsque j'enseignais à l'Université de Davis en Californie, comment est-ce que vous pouvez amener la méthode Feldenkrais au champ d'études dont vous faites? Et une étudiante qui étudie en pharmacie a dit, moi, il n'y en a pas. Et là, je me dis, là, dans le domaine de la santé, elle ne voit pas de connexion. Et j'ai dit, pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer? Elle dit, non, je suis pharmacienne en pharmacie. Si les gens vont bien, j'ai plus de travail. Et c'est une autre culture, mais j'étais comme, est-ce que c'est ce qu'elle apprend dans son baccalauréat ou est-ce que ça vient de la culture de sa famille? Mais très différent d'être au Québec puis d'avoir des enfants, des élèves qui veulent que ce soit plus connu. Donc, c'est juste un cas, mais j'étais bouche bée, je ne savais pas comment répondre. Ça m'avait troublée. Et une dernière petite histoire, c'est j'ai eu une autre cliente hier matin
avec qui on a exploré le pied, le mouvement du pied, donc tous les moments de la cheville. Et il y a une partie du mouvement que pour elle, donc si son pied est ici, elle bougeait son pied, j'essayais de le faire bouger un peu comme les orteils, d'aller comme sur une horloge de gauche à droite. Et c'était pas dans sa vision, c'était pas dans une possibilité pour elle, ce mouvement-là. Et donc, j'ai essayé différentes approches parce que dans la méthode, on essaie de ne pas démontrer. On essaie de retourner à comment on apprend en tant qu'enfant par la découverte. Donc, j'essayais de trouver un langage qui pourrait l'amener à cette découverte. Et c'était très difficile jusqu'à finalement, elle le trouve. Et je lui ai suggéré, je lui ai dit, donc, voyez-vous, si ce n'est pas dans notre imaginaire ou dans notre pensée, ça ne peut pas être dans le mouvement et vice-versa. Des fois, il y a des choses qui sont dans le mouvement qu'on a plus de possibilités, qu'on va intégrer dans notre comportement parce qu'on réalise que même dans nos choix de réponse, on peut avoir plus d'options qu'on croit. Alors, ça ramène un peu à notre relation avec notre environnement, le fait que finalement, elle pouvait avoir juste ça. Et donc, ce n'est pas le mouvement en tant que tel qui est si important, c'est vraiment l'attention et la conscience, la prise de conscience qui va ensuite changer comment est-ce qu'elle pouvait le faire, le mouvement aussi, avec une meilleure qualité et avec une douceur. Et lorsqu'on apprend à faire un mouvement avec une douceur, on change notre relation avec soi-même. Et est-ce qu'on ne changerait pas en même temps une relation avec le monde dans lequel on vit et avec les gens autour de nous? Et juste une petite phrase pour compléter avec Suzanne aussi. Si vous êtes en douleur, peut-être si on peut vous aider dans l'éducation somatique à remplacer la frustration par de la fascination. C'est une citation de Tony Robbins. Merci beaucoup, Christine. Très riche. Alors, on continue avec Hélène Bellemare. On va changer un petit peu de registre et d'approche également. Donc, je vais partir excusez-moi, c'est ces histoires de chronomètre, mais c'est important parce qu'on parle à la notion du temps. Alors, Hélène va nous parler de prévention et du rôle, en fait, de la société, des entreprises pour aider à cette notion de prévention. Et avant de te céder la parole, je vais parler un petit peu de toi, t'introduire. Donc, Hélène, tu es nouvellement graduée en gestion de la santé et de la sécurité au travail. En fait, c'est une maîtrise en administration des affaires. Bravo. Merci. À l'Université Laval. Puis tu travailles aussi comme conseillère en santé globale chez IA Groupe Financier. Tu es praticienne de la méthode Alexander que tu as découvert il y a plus de 10 ans durant tes études au baccalauréat en musique. Donc, tu as rapidement développé une passion pour cette approche de santé que tu considères comme globale, axée sur l'individu, la prévention et la conscience de soi. Tu as obtenu ton diplôme d'enseignement de la technique Alexander après une formation spécialisée de 1600 heures. Alors voilà, c'est à toi, Hélène. Merci. Je vais juste ajuster comme ceci. Super. Bien, merci beaucoup pour l'introduction. Merci à Suzanne et Christine aussi pour leurs interventions. Je vais redémarrer de la définition que Julie a faite au tout début de la santé intégrative. Elle mentionnait l'OMS, en fait, la définition de santé de l'OMS. Donc, je repars d'un peu d'une définition de l'OMS qui nous dit qu'on a 3 niveaux différents de prévention, finalement, là, en santé. Puis là, on est vraiment axé sur l'individu.
Il y a le niveau primaire, secondaire et tertiaire. Donc, le niveau primaire, c'est empêcher l'apparition d'une maladie. Le niveau secondaire, c'est d'arrêter ou de retarder l'évolution d'une maladie. Le niveau tertiaire, c'est de diminuer le risque de rechute et de chronicité des différentes conditions. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup en éducation somatique, c'est le fait que l'éducation somatique est toute méthode confondue. Là, mes exemples seront orientés plus à Alexander parce que c'est ma spécialité, c'est ce que je connais le plus. Mais on est présent avant même la prévention primaire. Hein, on est présent tout au long du continuum des soins et en prévention. Donc, une personne, peu importe où elle en est dans sa santé, peut entamer une démarche en éducation somatique et y voir une valeur ajoutée. Donc, que ce soit avant même l'apparition d'une maladie, donc dans un contexte primaire, quelqu'un qui découvre par hasard l'éducation somatique et commence à prendre des cours, ou on pourrait penser à un musicien qui vient au contact de l'éducation somatique pendant son parcours d'études, qui n'a aucune blessure, mais ça l'intéresse. Puis il veut aller explorer, améliorer sa conscience de lui-même, son lien avec l'environnement, son instrument qui en fait partie, la partition, le soutien qui lui vient du sol pour améliorer sa performance, bien, il va apprendre, il va prendre conscience et ça va lui permettre finalement de se protéger, de prévenir, d'être plus au fait si jamais il y a des inconforts qui se développent, bien, il va les voir plus rapidement et par sa pratique régulière d'éducation somatique, va pouvoir prévenir l'apparition de douleurs ou de problématiques le plus importantes. Donc, on commence souvent par un certain inconfort, il y a de la douleur, puis éventuellement, on pourrait avoir un diagnostic de tendinite, entre autres, là, si on pense aux musiciens. Donc, l'éducation somatique est présent et peut être présent et très intéressant à développer et à apprendre dès le début. Puis, je discutais dans la préparation de l'atelier d'aujourd'hui avec mon conjoint qui pratique également là, beaucoup d'éducation somatique. Puis, on dit, bien, finalement, dans un monde idéal, les enfants, donc on sait que Feldenkrais s'est beaucoup inspiré des enfants, jusqu'à Alexander les regardait beaucoup aussi dans leur façon, leur usage d'eux-mêmes. Sauf exception, les enfants dans la toute petite enfance ont une utilisation d'eux qui est très naturelle et souvent optimale. Hein. On aurait à réapprendre d'eux. Donc, comment est-ce qu'on pourrait les aider finalement à, quand ils vieillissent un peu, prendre conscience de leur bon usage pour qu'ils le maintiennent finalement pendant toute leur vie. Donc, pourquoi ne pas débuter l'éducation somatique le plus tôt possible pour aider les plus jeunes à prendre conscience d'eux-mêmes, de leur relation avec l'environnement et évoluer avec ces outils-là pour le futur. Ce serait génial. Je sais qu'Alexander avait commencé des travaux en ce sens-là autour de la Deuxième Guerre mondiale. Il est venu aux États-Unis et ils avaient démarré une école où, dans le fond, l'Alexander prenait une place importante et l'élève qui apprenait l'écriture, bien, apprenait l'écriture en même temps que l'usage de lui-même dans l'écriture pour éviter des fois d'aller trop vite ou de trop crisper sur son crayon. Puis, donc, l'apprentissage de tout, finalement, était teinté par aussi là, les principes de la technique à travers tout ça. Donc, malheureusement, je ne crois pas qu'une telle école existe encore aujourd'hui, mais ça a déjà eu lieu comme idée. C'était super intéressant. Dans le fond, on devrait avoir ça. Donc, ça, c'est plus au niveau de la prévention primaire. Donc, on est présent et il y a une super belle valeur ajoutée à déjà apprendre les outils, même quand tout va bien. Puis, dans un monde idéal, c'est ça qui arriverait. Malheureusement, puis là, je fais Suzanne qui nommait un peu son exemple. Souvent, les gens qui vont nous découvrir, qui vont trouver qu'on existe, c'est des gens qui ont déjà de la douleur. C'est des gens qui ont déjà des problématiques, qui ont reçu des diagnostics, qui vont souvent avoir essayé différentes approches. Et c'est dans la recherche de solutions qui répondraient mieux à leurs besoins qu'ils découvrent l'éducation somatique. Et on est plus à ce moment-là dans le niveau secondaire de soins où on cherche à arrêter ou à éviter que ça continue à empirer. Donc, on veut améliorer notre condition. Donc, l'éducation somatique, encore là. Hein? Puis je pense que Suzanne et Christine, on a mis souvent d'exemples. On voit que l'éducation somatique peut être utile à ce niveau-là pour aider à gérer et éventuellement
éliminer même la douleur. Si je prends mon exemple, donc j'ai fait un baccalauréat en flûte traversière, j'ai fait des tendinites majeures et importantes, j'ai fait la physiothérapie, mais tant que je jouais de la façon qui m'a amené à me blesser, je pouvais essayer d'être soignée, mais je retapais sur le clou quotidiennement plusieurs heures par jour. Donc, c'est avec les outils de la technique Alexander que j'ai pu revoir ma façon de jouer, mon rapport à l'instrument, au sol, à la partition, pour pouvoir tranquillement jouer différemment et que finalement, le travail avec le physiothérapeute, plus tard l'ostéopathe, puisse prendre effet parce que j'avais arrêté de taper sur le clou. Donc, je modifiais ma façon de faire. Et j'aidais aussi à accélérer, si on veut, la guérison parce que je n'ai pas pris de pause, je n'ai pas arrêté de jouer dans le cadre de mes études. Donc, pour pouvoir continuer à jouer, mais il fallait changer des choses et en même temps soigner. Donc, c'est là où on voit aussi la complémentarité des approches puis le travail en collégiarité. Donc, avec les différents professionnels dans un contexte de santé intégrative. Donc, s'il nous arrive vraiment une blessure ou un accident, bien, il faut traiter. Il faut pouvoir traiter les blessures et les accidents, mais après ça, on peut vouloir ajouter et avoir l'éducation somatique comme soutien, un peu comme Suzanne l'a décrit tout à l'heure avec son exemple du genou. Après ça, bien, il y a le niveau de prévention tertiaire. Donc, on veut réduire le risque de rechute ou de chronicité. Donc, si je continue avec mon exemple de flûtiste, c'est sûr que si je cesse, une fois que ma douleur est partie, puis que finalement mon corps a récupéré, si du jour au lendemain, je décide de tout oublier ce que j'ai appris en Alexander, quoique ce n'est pas nécessairement possible, mais ça serait possible de cacher ça un petit peu sous le tapis. Donc, et ne plus faire attention du tout en jouant, donc à ne plus rester en conscience en jouant, bien, le risque de rechute et que je retourne dans peut-être d'anciens schémas est présent. Donc, de garder vivante la pratique et le questionnement, de rester éveillé, dans le fond, à ma conscience de moi-même et à ma façon de m'utiliser à l'instrument, bien, ça prévient le risque de rechute et ça me permet de maintenir une pratique musicale sans me blesser. Donc, où il y a beaucoup plus de plaisir parce que beaucoup moins de douleur aussi là, en ligne de compte. Puis donc, au niveau secondaire et tertiaire, donc je voulais ouvrir un peu. Donc, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant est très, très relié à l'individu. Donc, l'individu qui se prend en charge, l'individu qui développe une autonomie. L'individu, c'est lui qui, ultimement, va pratiquer. Ça, on n'a pas le choix. Donc, oui, la personne va être celle qui apprend et qui applique les différents principes. Par contre, je pense que ça peut vraiment être soutenu par différents systèmes. Puis il y a des acteurs dans notre société qui auraient tout avantage à faire appel aux professionnels en éducation somatique pour aider leurs employés. Donc, je parle là, ici des entreprises. Vraiment, je vous amène un petit peu du point de vue santé-sécurité au travail. Donc, il y a 3 niveaux de prévention également en prévention au travail. Le niveau primaire s'adresse spécifiquement à des actions que les organisations peuvent faire pour éliminer les causes de problématiques. Donc, parce que c'est plus simple, on va y aller avec des problèmes de troubles musculo-squelettiques reliés à l'ordinateur pour une entreprise où il y aurait beaucoup de travail de bureau à faire. Donc, il y a un travail à faire en amont au niveau de l'ergonomie, s'assurer que les outils de travail qui sont fournis aux employés sont le plus adéquats possible. Donc, ça, c'est une responsabilité, puis ça vient au niveau primaire pour les entreprises de travailler sur les causes. Au niveau secondaire, dans le fond, la prévention en entreprise, c'est tout le volet information, sensibilisation des employés. Donc, l'éducation somatique peut venir s'inscrire à ce niveau-là et je pense que ça fonctionne bien avec les méthodes qui ont des cours de groupe. Donc, qui offrent des cours en groupe, donc plus accessibles, qui permettent de toucher un certain volume d'employés à la fois. Donc, en Alexander, on travaille surtout en individuel, mais si on peut y aller avec des petits groupes de 10, 12, 15 employés à la fois, déjà, on amène une dynamique différente là, dans un cadre d'entreprise. Donc, pour travailler avec les employés à être plus conscients de leur utilisation afin que, oui, avec un mobilier qui est adapté, mais comment est-ce que moi je m'organise avec ce mobilier-là? Donc, l'entreprise peut vous donner le plus beau bureau et la plus belle chaise au monde avec la souris, puis le clavier, puis les éleveurs d'écran, mais si vous aviez pris l'habitude de vous asseoir tout croche et d'avancer
votre tête vers l'écran, ce n'est pas parce que votre mobilier est meilleur que vous perdez cette habitude corporelle-là. Hein? Donc, l'éducation somatique vient soutenir finalement et apprendre aux personnes, aux employés, comment mieux prendre soin d'eux et conjuguer avec cet environnement. Je pense aussi que l'éducation somatique, dans cette dynamique-là, dans l'exemple que je vous amène, nous amène à être plus à l'aise de faire des micro-ajustements. Donc, quelqu'un qui aurait fait ajuster son poste de travail par un ergonome, par exemple, il va avoir, souvent, la chaise va avoir été mise à une certaine hauteur, puis l'environnement va avoir été placé en fonction de comment était la personne au moment de la rencontre. Hein? Mais on n'est pas toujours pareil, on ne se sent pas toujours pareil d'une journée à l'autre, d'un mois à l'autre, il peut nous arriver des choses. Donc, l'éducation somatique vient donner la confiance aux personnes et aux employés de se réajuster, de faire des petits ajustements, qu'au cours de la journée, le matin, peut-être que je m'assois plus comme ça sur ma chaise, puis l'après-midi, mais peut-être un petit peu plus comme ça, puis là, le matin, l'après-midi, là, ma période est pas mal longue. Mais tout au long de la journée, d'un événement à l'autre, d'une rencontre à l'autre, je peux faire des micro-ajustements, bouger un petit peu la hauteur, les angles, donc de se sentir suffisamment confortable et à l'aise. Donc, vraiment, la prévention secondaire en entreprise, c'est informer, sensibiliser les personnes pour justement éviter les problématiques. Donc, plus on est conscient de soi, plus on est à l'affût et plus on peut se réajuster rapidement, finalement, tout au long de nos journées. La prévention tertiaire pour une entreprise, en fait, c'est d'aider les employés qui sont en douleur. Donc, je pense qu'on en a suffisamment, on en a déjà nommé, là, fait que je vais passer à mon autre point, le risque de rechute, en fait, au niveau de la prévention tertiaire. Donc, tous les employés qui ont eu des problématiques sévères et qui ont quitté en invalidité, donc en absence pour leurs problèmes. Donc, on pourrait penser à un employé qui a quitté pour un mal de dos super important ou pour une opération du tunnel carpien ou qui ont eu des tendinites si sévères qu'elles ont dû arrêter leur travail pendant un certain laps de temps qui peut être très long dans certaines problématiques, surtout si ça devient chronique. Donc, l'employé, pour revenir au travail, donc, aura été absent, mais à son retour, fera-t-il les choses différemment? Donc, aura-t-il appris à faire les choses différemment avec les soins traditionnels? Pas nécessairement. Je pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à venir ajouter de l'éducation somatique, peu importe la méthode, pour venir travailler peut-être davantage en individuel à ce moment-là, pour faciliter le retour au travail, pour s'assurer que la personne revienne et diminuer son risque de rechute, donc assurer un retour qui a un succès. Puis aussi, pendant la convalescence de la personne, pendant sa période de réadaptation, de l'accompagner pour accélérer dans le fond, le retour au travail parce qu'on soutient la personne dans sa remise, dans son retour sur pied finalement. Donc, vraiment, je pense que les entreprises, les différents acteurs du système de santé auraient tout avantage à soutenir une pratique d'éducation somatique, à nous accueillir finalement dans le groupe de qui prend soin des personnes. Mais je pense qu'au-delà de la personne en elle-même, que ce soit supporté par le système et l'environnement de la personne, c'est gagnant aussi parce que tous les individus, c'est difficile. Pour certaines personnes aussi, ça peut représenter un coût important. Donc, c'est sûr que si l'entreprise est en arrière et soutient la personne dans cette démarche-là, parce que pour l'entreprise, on va se le dire, il y a des coûts très, très importants en santé et sécurité au travail, entre autres pour les troubles musculo-squelettiques dans les environnements là, de travail administratif. Donc, vraiment, je pense que c'est à l'avantage de tout le monde là, d'avoir cette vision un petit peu plus large, puis de venir nous accueillir là, pleinement, que l'éducation somatique puisse avoir sa pleine place finalement là, dans ce continuum où elle est présente partout. Hein. Connaissez-vous d'autres méthodes qui peuvent faire du début jusqu'à la fin du continuum et être aussi pertinent? Je suis pas sûre. Pas sûre. Fait que, voilà. Merci beaucoup, Hélène. C'est vraiment très, très pertinent. Alors, on enchaîne avec notre dernière présentatrice, Claudie Pfeiffer, qui va nous parler, en fait, le titre de sa présentation, c'est Mon corps vieillissant, voie d'évitement ou voie d'avenir. Donc, avant de te céder la parole, je vais te présenter. Je m'excuse, je n'ai pas eu accès à l'ensemble de ta biographie. J'avais des petits problèmes
technique. Donc, tu rajouteras des choses, Claudie, si j'en oublie. Alors, Claudie a une feuille de route impressionnante. Elle est éducatrice somatique depuis 45 ans. Elle possède une maîtrise en éducation physique. Elle est professeure certifiée des eaux pour la vie de Ruthie Allen, qui est comme un sous-ensemble, disons-le, de la méthode Feldenkrais. En tout cas, inspirée de la méthode Feldenkrais. Tu es aussi fondatrice du Centre Emballons-nous à Montréal. Tu es l'auteur du livre Vivre en forme sans violence, les micro-mouvements pour la vie au quotidien. Puis, tu es également assistante d'Yvonne Berger à Paris et diplômée de l'École internationale en danse et pédagogie du mouvement fonctionnel de Rosalia Schladek. Pas facile, hein, ces noms venus d'ailleurs. On s'en farge. Alors, je te laisse la parole, Claudie. Bravo, Julie. J'ajouterais que je suis la fondatrice du studio en ligne vieillir sans rétrécir.com également. Donc, voilà, ça me fait plaisir d'être là avec mes collègues. Je dis ce soir parce que nous, ici, c'est le soir, mais ce n'est pas le cas au Québec. Donc, je souhaitais en fait aborder ou amener ma goutte d'eau dans cette question de l'éducation somatique, une approche à valoriser en santé intégrative, parce que puis j'ai dénommé cette partie plutôt mon corps vieillissant, une voie d'évitement ou une voie d'avenir. C'était ça le titre, le sous-titre, parce que aussi, je vais faire comme mes collègues, je regarde mes notes, parce que je ne sais pas si vous êtes arrivés, mais je fais de l'aquaforme, puis je vais dans les vestiaires et dans mon groupe d'aquaforme, je fais partie des plus jeunes, j'ai 68 ans, je suis les plus jeune, mais donc il y a dans mon groupe majoritairement des femmes qui sont 75, 80, 85. Il y a une phrase qui revient souvent, parce que Suzanne abordait la question de la douleur. J'entends très, très souvent, ou j'ai entendu très souvent cette fameuse phrase « j'ai mal ici, j'ai mal là ». C'est à cause de l'âge. C'est l'âge qui fait ça. Et cette fameuse phrase « à cause de l'âge », non seulement je l'ai entendue souvent, mais je me suis vraiment questionnée depuis de nombreuses années. Ça m'a interpellée, cette phrase-là, c'est à cause de l'âge. Parce que cette phrase-là, à cause de l'âge, disons, ça aborde la question du vieillissement sous un angle qui est un angle un peu fataliste, comme si vieillir était forcément une maladie incurable ou une catastrophe. Et souvent, dans un certain environnement où l'éducation somatique n'est pas présente, où il n'y a pas une réflexion ou une pratique sur la conscience du corps, sur peut-être une autre façon de concevoir sa façon de bouger, c'est souvent ce que l'on entend. J'aurais aimé même noter le nombre de fois où cette phrase « c'est à cause de l'âge » vient dans le portrait. Donc, ce choix de titre, une voie d'évitement, mon corps vieillissant, ou une voie d'évitement ou une voie d'avenir, ça soutient en fait, ça soutient deux visions. Ça parle en fait de deux visions. Et une vision qui est plus une vision déterministe, et une autre vision qui serait plus développementale. Donc, une voie d'avenir serait plus une vision développementale porteuse d'espoir, alors que la vision déterministe, c'est vraiment cette vision qui est, de toute façon, c'est normal d'avoir mal quand on vieillit, c'est normal d'être limité, c'est normal de ne plus pouvoir faire ce qu'on faisait quand on était plus jeune. Donc, la vision déterministe, elle parle d'une question d'un déclin, c'est-à-dire qu'on est jeune, on vient au monde, on avance en âge, on est en plein potentiel, puis arrive à un moment donné, souvent ça a été mis comme une barre automatique vers 65 ans, et à partir de 65 ans, on considère qu'on est sur la voie du déclin. Et si on voit vraiment aujourd'hui l'avancée en âge et comment de plus en plus la population vieillit, ça donne une idée de comment on peut voir
le vieillissement? Comment est-ce qu'on peut même vivre le vieillissement si on considère que c'est comme un déclin? La vision développementale, elle, c'est on vieillit depuis notre naissance, peut-être même avant déjà, et au fil de notre expérience, on se transforme. On se transforme et on se transforme jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. Donc, cette vision, on voit déjà comment ces deux visions s'opposent. Et la vision déterministe, elle n'arrive pas par hasard. Elle est vraiment, disons, imprégnée, ou elle est la conséquence plutôt d'une société dans laquelle nous vivons, qui est une société où on considère que vieillir, c'est un handicap et synonyme de perte irréversible. Et cette société a été nommée en quelque sorte comme une société agiste. Et ce qui est intéressant de voir, on est plusieurs ici à avoir cité l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, moi je vais la citer aussi par rapport à un rapport très intéressant, passionnant, que je vous invite à aller chercher si vous êtes intéressé au niveau du site de l'OMS, qui est un rapport de 169 pages publié en 2021, donc ce n'est pas vieux, 2021, qui a créé un rapport sur l'agisme en tant que tel, sur l'agisme, sur le rapport global sur l'agisme. Et l'OMS définit l'agisme comme une définition multifacette, à 3 dimensions. D'abord, des stéréotypes, donc des stéréotypes qui concernent les pensées qu'on peut avoir par rapport au vieillissement, les préjugés qui sont les émotions, les feelings qu'on peut avoir par rapport au vieillissement, et la discrimination qui sont les actions et les comportements par rapport au vieillissement. Je vois qu'Hélène a déjà mis... Notre ange gardien a déjà mis les références dans le chat, donc si vous voulez chercher les références, elles y sont. Et cet agisme agit à 3 niveaux. Ça agit au niveau institutionnel, ça agit au niveau interpersonnel, donc au niveau institutionnel, c'est les politiques, discrimination à l'embauche, par exemple, ou les politiques de santé, ou interpersonnel, par exemple, ma petite dame, qu'est-ce que vous voulez, ma petite dame? L'infantilisation, hein, la façon de manquer de respect par rapport à une personne qui va peut-être avoir des limitations ou plus de difficultés. Et aussi un niveau dirigé vers soi. Ça, j'ai toujours trouvé ça très intéressant, c'est-à-dire un agisme envers soi-même. Et ça s'exprime de 2 façons. Ça s'exprime de façon consciente, mais ça s'exprime aussi de façon inconsciente. Donc, j'aimerais vous lire une définition pour montrer à quel point l'agisme est puissant dans nos sociétés et à quel point, selon la définition de l'OMS, comment cet agisme agit sur un plan global, et Julie parlait en fait du côté écologie, hein, du côté comme on est en interrelation entre soi et les autres, à quel point ça agit profondément sur nous-mêmes, sur notre relation avec les autres, et aussi dans le monde dans lequel on vit, et sur les structures institutionnelles. Je voudrais vous citer une citation de Michelle Bachelet, qui est haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et elle écrit « L'agisme nuit à tous, aux personnes âgées ainsi qu'aux jeunes. Mais souvent, il est si répandu et si bien accepté dans nos attitudes et nos politiques, et nos lois et nos institutions. Nous devons lutter de front contre l'agisme, qui est une violation des droits de l'homme aujourd'hui profondément enracinée. » Et en lisant cette citation, évidemment, outre le fait que ça me touche profondément, parce que je pense qu'il y a vraiment quelques matières à intervention, pas uniquement quand on vieillit, moi je fais partie des gens qui vieillissent aussi, mais si on prend la dimension développementale du vieillissement, on se rend compte qu'on est tous concernés. On est tous concernés par le vieillissement et on est tous concernés par ces définitions et aussi par cette citation
de Madame Bachelet au niveau des droits de l'homme. En quoi l'éducation somatique, dans laquelle je baigne depuis plus de 40 ans, me paraît importante et disons, profondément reliée à la vision développementale du vieillissement, c'est que, si je reprends la définition d'Yvan Joly, qui parle que c'est une éducation de la conscience du corps en mouvement dans son environnement. Donc, il y a une éducation de la conscience. Donc, il parle d'éducation, dit possibilité d'apprendre. Suzanne en parlait tout à l'heure, hein, de continuer à apprendre à apprendre. Donc, la dimension de l'apprentissage est très présente. La conscience du corps, ben, c'est de devenir conscient, hein, de ce que c'est de vieillir et de rester en mouvement, donc comme une éducation de la conscience du corps en mouvement dans son environnement, à l'intérieur de son environnement, donc en relation de soi-même avec les autres, et comment, d'une certaine façon, on perçoit et on interagit avec notre environnement. Donc, il y a une interaction permanente entre notre soma, c'est-à-dire cette partie vivante de nous-mêmes, l'entité de nous-mêmes, autant sur un plan fonctionnel que sur un plan psychologique, que sur un plan de notre place dans le monde, où certains parleront de spiritualité, mais notre soma. Donc, avec une interaction permanente entre notre soma et le reste du monde, les autres et le reste du monde. On ne peut pas en faire l'économie. Et c'est pour ça que ça me touche beaucoup, cette question du vieillissement et du vieillissement et de l'agisme, parce que ça me donne, en quelque sorte, mon engagement au niveau, quand je parle de vieillir sans rétrécir, mais aussi, je dirais que c'est presque comme un engagement politique qui est de pouvoir, grâce ou à l'aide de l'éducation somatique, pouvoir accompagner ma clientèle à travers toutes ces années à réagir ou à répondre à ces stéréotypes et à répondre à cette discrimination qui existe bel et bien. Donc, si nous vivons dans une société agiste, c'est aussi que inconsciemment, cette société agiste a un impact sur nous et de ramener la conscience, de voir comment est-ce que je peux, d'une certaine façon, interagir et comment est-ce que je peux moi-même agir et changer ma façon de répondre à ces stéréotypes agistes de notre société. Donc, volontairement, je brosse le portrait un petit peu comme en macro, un peu, si je puis dire. Je vais venir ensuite donner quelques exemples concrets, comment ça se passe au niveau de mon enseignement et d'exemples que j'ai par rapport à des élèves. Oui? Je m'excuse de t'interrompre, mais il reste 1 minute 30. Déjà? On va avoir du temps pour les questions. Donc, déjà? Tu peux déborder un petit peu, oui, à moins qu'on déborde un petit peu de l'activité, mais il va falloir aller plus... J'ai encore quelques petites minutes besoin oui, de... Oui, vas-y. Donc, l'éducation somatique, selon mon expérience, accompagne le processus développemental dans le sens où on permet en fait de sortir des idées reçues et de sortir d'une vision déterministe qui nous enferme dans une façon d'être et une façon de nous percevoir qui va nous faire rétrécir. Je peux donner un exemple, par exemple. Je suis allée dernièrement, l'exemple de Suzanne avec le problème de genou, j'en ai un autre problème de genou. Problème de genou, par exemple, une douleur de genou. Voir l'orthopédiste. L'orthopédiste me dit, à votre âge, c'est normal, il y a de l'arthrose. Okay? Donc, le phénomène de l'arthrose, c'est normal à votre âge. La vision déterministe, c'est à votre âge, c'est normal. Une petite piqûre de cortisone, puis ça ira mieux. Je ne suis pas contre la cortisone si c'est nécessaire. La vision développementale et ce que va apporter l'éducation somatique, et ça a été mon cas, c'est si j'ai perdu une mobilité, je peux développer différentes options pour retrouver ou améliorer la mobilité de mes genoux. Et par exemple, travailler au niveau du pied, Christine, tu en parlais, hein, travailler au niveau de la mobilité du pied a permis d'une certaine façon d'améliorer, sinon de résoudre complètement la problématique du genou.
Donc, c'est d'aborder la question globalement, l'être dans sa globalité, au lieu de le réduire uniquement à une dysfonction qui serait normale en fonction de l'âge. Je donnerai un dernier exemple, Julie. J'avais une cliente qui faisait des chutes régulières, une cliente qui faisait des chutes régulières en hiver. Encore une fois, sur le plan déterministe, on dirait c'est normal à votre âge de faire des chutes, prenez une canne, ou éventuellement prenez un déambulateur. Sur le plan développemental somatique, ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, on a exploré avec le temps toutes sortes de mobilités qui concernaient par l'équilibre. La vision, la cage thoracique, le bassin, les pieds, tout un développement, une curiosité par rapport à toute la mobilité. Et cette personne, cette cliente, ne tombe plus depuis 2 ans. Et si on sait quel est le coût des chutes au niveau de notre société, les chutes qui surviennent quand on est âgé, ça coûte très cher au niveau de notre société, et de voir en quoi, justement, cette façon de guider notre clientèle sur un plan somatique, sur un plan de la conscience du corps de façon plus globale, a une dimension préventive et permet en fait de garder ou de rendre réversible une perte d'autonomie qui était en train de s'installer, et surtout une reprise de confiance et d'une certaine façon une amélioration de l'estime de soi, parce qu'il y a plus de confiance et plus de solidité dans la vie de tous les jours. Puisque mon temps est rendu à la fin, je vais en rester là. On va voir si les questions se présentent. Merci beaucoup, Claudie. C'est passionnant. En fait, je suis en train de me dire qu'il faudrait reprendre ça, cette table ronde, puis donner à chaque personne plus de temps pour déployer davantage les sujets qui ont été présentés. Alors, c'est à vous maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire de 2 façons. Vous pouvez ouvrir votre micro, poser la question. Vous pouvez aussi, si tout le monde ouvre son micro en même temps, ça peut être problématique. Donc, vous pouvez aussi lever la main pour avoir un ordre. Ou sinon, ben, vous pouvez aussi utiliser l'outil de discussion. Je vais lire vos questions à voix haute, si c'est le cas. Toujours un peu intimidant d'ouvrir le micro puis de prendre la parole. J'ouvrirais peut-être juste pour dire questions ou commentaires. Il y en a Oui, peut-être sur ouais. lesquels les propos ont résonné davantage, Ouais. qui veulent amener une idée ou ce à quoi ça vous a fait penser, ou comment est-ce que ça a résonné. Donc, n'hésitez pas l'un ou l'autre. Là. Merci pour la précision, Hélène, c'est vrai. Alors, rien à déclarer de votre côté. Est-ce qu'entre vous... Il y a Chantal Martin qui a levé la main. Ah, je ne vois pas. Désolée. Merci, Claudie. Alors, Chantal, tu peux ouvrir ton micro. Oui, alors, merci, mesdames. C'était vraiment très inspirant, très intéressant, toute votre couleur et votre façon d'approcher la thématique. J'ai beaucoup aussi apprécié les propos d'Hélène dans santé, sécurité au travail, prévention, cette notion d'être là vraiment à tous les niveaux. C'est ça la prévention en fait aussi, et comment on peut en action aussi être plus aware, plus conscient de comment on peut s'organiser, donc prendre soin, retrouver une aisance. Moi, ça m'a beaucoup aussi fait penser à... J'ai enseigné dans des écoles de massothérapie aux massothérapeutes au niveau de leur façon de s'organiser autour d'une table, de travailler. Et c'était le seul cours qu'il y avait de cette sorte-là. Beaucoup des cours de technique, des cours de ci, des cours de ça, d'anatomie,
là là. Et là, comment les gens, dans leur pratique, en s'occupant de leur confort et de leur bien-être et de la façon de s'utiliser la conscience de soi en mouvement dans une pratique, hein, que ce soit au niveau de l'ordinateur, travailler à l'ordinateur, on travaille avec notre clientèle qui travaille dans différents milieux, que ce soit dans les arts, la danse et tout. Alors, comment on peut justement bonifier notre façon de travailler, d'une part, par cette conscience de soi. Et cette attention et ce pourcentage d'attention à soi. C'est toujours étonnant aussi de voir les gens dire, ben là, si je mets toute cette attention à moi, comment je peux faire mes affaires puis être à même être disponible. Mais c'est ça que ça fait, ça donne de la qualité. Bref, j'ai beaucoup aimé ça, la façon que tu l'as apporté d'une façon concrète dans un milieu de travail qui est quand même, qui est loin du corps, parce que l'ordinateur, c'est très... et toutes les approches que vous avez, la façon que vous l'avez apportée. Donc, merci. Puis longue vie, encore en plus de visibilité pour cette approche-là, puis cette façon de travailler en complémentarité aussi. Et de voir aussi que c'est ça, c'est des registres, hein, c'est des façons, c'est des paradigmes. Nous, on est dans le corps vivant, le soma. D'autres approches dans la santé sont plus au niveau très des experts, mais de hanches, de dos, d'épaules, d'os et de ci, de ça. Mais comment on peut s'arrimer ensemble, puis voir comment la personne, en fait, c'est la personne qui est au centre de tout ça, de toutes ces interventions. Alors voilà, merci. Merci beaucoup, Chantal. Je vois qu'il y a Sylvie qui a la main levée. Avant de te laisser parler, Sylvie, je vais juste lire 2 commentaires sur le chat, juste pour les partager avec les personnes. Donc, Daniel qui dit Caillou Kochi, désolée pour la prononciation, qui est en France, dit merci. Tous les points abordés ont résonné. Merci à toutes pour vos témoignages et réflexions. Il y a Muriel, merci à toutes de votre partage. Il y a plein de choses qui s'ajoutent en même temps. Intéressant, bravo. Donc, il y a des gens qui demandent si on peut parler davantage éventuellement de la fibromyalgie. Il y a des études qui ont été faites par rapport à ça avec la méthode Feldenkrais. Peut-être d'autres approches aussi. Il y a vraiment des projets spécifiques qui ont été faits en lien avec la fibromyalgie. Voilà. Alors, Sylvie, c'est à vous. Oui. Perron. Une petite question simple qui n'est pas facile, puisque je me demande comment on va faire. Avez-vous des suggestions, Madame les panélistes ou les autres, que l'éducation somatique, le travail qu'on fait, puisse être mieux connu? Comment, dans les écoles de médecine ou d'autres, ou que les médecins, les experts, comme disait Chantal, réfèrent au travail qu'on fait, qu'ils le connaissent, on en rencontre quelques-uns, mais je cherche, là, il faudrait qu'on y arrive avec tous les bons mots qu'on y dit, comment c'est essentiel. Je pense que je peux amener un point de vue, puis les collègues arriveront après, mais je pense que le défaut peut-être de nos pratiques, c'est au niveau de la promotion pour le système de santé, je dirais que c'est le nombre d'études, la quantité et des fois les études qui ont été faites sur un très petit nombre de personnes. Donc, c'est sûr que le monde médical réfléchit d'une certaine façon, puis que la majorité du temps, pour ouvrir les portes, bien, ils vont demander est-ce que ça a été étudié, est-ce qu'il y a de la recherche qui a été faite. Donc, il y en a de plus en plus, parfois à très petite échelle. Donc, une petite étude ne vient pas nécessairement valider. Donc, c'est sûr que plus il pourra y avoir de recherche, plus on pourra s'asseoir sur des données probantes, plus ça va être facile, je pense, de pouvoir entrer dans les cercles. Sinon, c'est vraiment à travailler en groupe et au regroupement pour l'éducation somatique et à chaque éducateur et éducatrice somatique de trouver des portes pour faire avancer le travail. Aux États-Unis, je pense que dans les dernières années, en tout cas, il y a quand même certaines initiatives qui font bouger les choses. Il y a une université, entre autres, dans le nord des États-Unis, là,
en Idaho, je crois, où il y a vraiment, il pousse beaucoup la recherche sur la technique Alexander. Je sais qu'en Feldenkrais, il y a des nouvelles études qui sont sorties, entre autres, en lien avec le trauma, je pense. Donc, plus ça va, plus il y en a, mais plus il va y en avoir, plus ça va être facile de se faire accepter puis de faire reconnaître finalement le travail. Je pense qu'on a beaucoup d'expériences vécues, mais que tout ça n'a pas nécessairement été documenté et fait dans leurs normes pour faciliter l'acceptation. Donc, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Et sinon, après ça, par contact, des fois, ça prend une personne en quelque part pour permettre une ouverture, puis de développer, puis d'ouvrir. Mais définitivement, c'est une bonne question. Si je peux ajouter, je pense que pour ma part, mon expérience, ça a été vraiment d'avoir une relation avec des clients qui avaient des bons résultats, mais qui voyaient aussi un acupuncteur ou un physio. Et, ou même moi, si j'avais quelqu'un, il y a des références qui se font, donc il y a un réseau qui se crée. Et je pense que si on continue à faire le travail, puis d'y mettre tout notre potentiel autant que possible, puis qu'on aide les gens, mais le bouche à oreille, souvent, c'est comme ça que ça se crée. Moi, en tout cas, ça a été mon expérience. Je ne sais pas, mais c'est comme ça que les gens... Bon, c'est évidemment en Californie, je pense que c'est un peu plus connu, mais ça a été mon expérience où les gens... Oh, le client dit à l'acupuncteur, j'ai commencé à faire ceci. Et donc, c'est à force que ça se passe que la personne envoie des gens vers nous. Ça prend du temps, mais... Merci, Christine. Il y a aussi un courant, la pleine conscience, le fameux courant de la pleine conscience qui est enseigné, qui est en formation pour les intervenants dans les milieux de santé, comme les hôpitaux, les médecins, les infirmières. On voit ça de plus en plus, en tout cas à Montréal, c'est vraiment disponible pour les intervenants. La pleine conscience, tout ce phénomène-là, c'est à la mode de plus en plus, même si c'est révolutionnaire de 2000 ans, la méditation. Alors, cette attention au souffle à soi. Alors, donc, je pense qu'il y a possibilité de devenir une ressource ou devenir un élément important dans le domaine de la santé. En tant qu'éducateur somatique, parce qu'on travaille avec la conscience, mais de soi en mouvement. Alors, je voulais juste apporter cette idée-là que ça se fait en ce moment dans le milieu de la santé avec la pleine conscience. Je pense que Suzanne avait... Il y avait Rachel qui voulait parler. En mute. Oui, j'ajouterais encore une fois là, pour compléter avec Chantal, puis le commentaire sur les recherches. Je pense qu'en étant en psychologie, comme psychothérapeute, comme psychologue, ayant enseigné dans les congrès, le Feldenkrais au début de ma carrière, le nerf de la guerre demeure dans le milieu conventionnel, la recherche, et la recherche à grand groupe. Je suis d'accord avec ça. Et le nerf de la guerre de nos pratiques, c'est le bouche à oreille et la confiance que les gens nous accordent et qu'ils amènent dans les bureaux des autres pratiques. La conscience, la réalité de la méditation, c'est qu'ils ont un gros budget de recherche à l'international pour valider leur impact dans toutes sortes de domaines, et ce qui facilite beaucoup parce qu'il y a eu des époques où la méditation était refusée même comme technique d'appoint pour une pratique en psychothérapie comme la mienne, comme j'avais. Et ce n'est que les 10 dernières années où on a invité des gens à venir former dans un congrès de psychothérapie, de psychologues, des gens à la méditation et de parler des impacts sur l'anxiété et tout ça. Nous, on est coincés un peu, manque d'argent et manque de moyens pour faire des grosses recherches que d'autres approches ont eu la chance d'avoir et la validation internationale à ce moment-là. Donc, je vous dis juste un petit peu l'impasse dans laquelle on est au niveau des systèmes plus traditionnels, des corporations qui défendent leur territoire,
de façon agressive et nous qui pataugeons dans des petites sphères d'activité où est-ce qu'on a des impacts individuels sur les gens. Voilà. Merci, Suzanne. Alors, est-ce que Rachel, vous voulez dire quelque chose? Oui, bien, moi, je laisse juste parler un peu. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus d'ouvrir certains milieux. Moi, j'offre des ateliers, c'est santé mieux-être, mais c'est sûr que c'est l'éducation somatique qui me porte dans les bibliothèques de la Ville de Montréal. Et je trouve que les gens, c'est gratuit pour eux. Et j'ai toujours beaucoup d'intérêt. Les groupes se remplissent. Moi, j'offre des ateliers thématiques sur différents sujets. Puis ça fonctionne bien. Puis, effectivement, les gens ils découvrent ces méthodes-là, qu'ils ne connaissent pas du tout. Puis, il y a de l'exploration en mouvement, c'est certain. Donc, ils peuvent l'explorer aussi. Puis après, ben, ça les ouvre vers je vais m'informer. J'en offre aussi aux enseignants au centre à la CSDN des journées de formation pour les enseignants. Là aussi, la porte s'est ouverte. C'est comme c'est très bien reçu. Ça permet, je pense, d'ouvrir, de faire connaître, de faire explorer d'autres façons de prendre soin de soi. Fait que c'était juste un peu de partager ça, là. Merci beaucoup de vos partages. C'était très, très intéressant. Merci. Merci, Rachel. C'est le fun de voir que nos pratiques s'installent dans des milieux moins institutionnels comme les bibliothèques, que ce soit aussi accessible aux autres. Des fois, ça peut coûter cher. Donc, là, il est 13h31. On pourrait peut-être prendre une dernière intervention. Claudie, tu avais quelque chose à dire? Oui, je suis contente d'avoir entendu Rachel aussi partager son expérience parce que on a un rituel au conseil d'administration du regroupement d'éducation somatique. On a un rituel qui nous fait beaucoup de bien à nous, les éducateurs somatiques aussi. C'est les bons coups. Ça s'appelle les bons coups. C'est-à-dire, on partage notre pénétration du milieu, c'est-à-dire qui a un bon coup, c'est-à-dire qui a été présent dans un milieu, qui a réussi à ouvrir des portes, à rentrer dans des partenariats. Et ça, c'est extrêmement bénéfique. Et des fois, ça montre aussi comment il y a des petites avancées. Parce que je parlais tout à l'heure de politique, hein, mais on est dans des paradigmes qui sont différents, qui ont besoin de se rencontrer. Il y a besoin d'avoir un vocabulaire un vocabulaire est capable d'oser aussi d'oser parler à d'autres professionnels, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, c'est un travail disons, d'explorateur et on avance tranquillement. Mais merci Rachel d'avoir partagé ton expérience. On a besoin de ce genre de témoignages. Alors, c'est le moment de conclure l'activité. Merci infiniment à Suzanne, Christine, Hélène, Claudie pour vos partages super intéressants. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes en ce samedi, hein, après-midi. Donc, on vous invite à vous tenir informés des activités du RES, des personnes qui font partie du RES. On a un site Internet qui se refait une beauté, donc il n'est pas encore tout à fait à jour, mais on a un nouveau site où les activités des personnes qui sont membres du regroupement vont être diffusées. Et je pense qu'il y a une chaîne YouTube aussi hein, sur laquelle les activités des portes ouvertes vont être diffusées. Est-ce que je me commets en disant ça, Hélène? Non, on va devoir recréer. On a eu des petites difficultés différentes avec YouTube dans la dernière année. Donc, une nouvelle chaîne sera créée. On va envoyer à toutes les personnes qui se sont inscrites à l'événement. On a votre courriel, donc on va envoyer l'information là, où retrouver les vidéos dès qu'elles seront disponibles. On doit valider avec chaque intervenant d'abord qu'il est à l'aise et qu'il accepte qu'on partage là, son travail sur la chaîne. Donc, dès que cela est disponible en ligne, on vous fait signe, on vous envoie un petit message. Merci.
Alors voilà, merci tout le monde, puis au plaisir d'échanger à nouveau avec vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde Bonne fin de d'être venu. journée. Bonne fin de journée! Bye Au bye. revoir, bonne Au revoir. journée.